La colère est un moteur, mais la colère est un moteur qui s'épuise beaucoup plus vite que le bonheur. On a beaucoup décrit l'ambition et la réussite via un prisme de souffrance, et on l'a tellement intégré, et moi la première, qu'en général on se fait vivre des situations extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, en pensant que c'est ça qui va nous amener au succès et à la réussite. En fait, on a décidé de recréer cet événement qu'on avait créé la première fois, qui a été sold out hyper rapidement. Donc on s'est dit qu'on allait viser plus grand. Elle me disait que tu poussais tes clients à prendre soin de leur corps en premier, que c'était vraiment la base de la base et qu'il fallait arrêter de se maltraiter. C'est hyper important de l'entendre. Pour moi, la croissance peut aller mais parfaitement bien avec le fait d'avoir une vie où tu es heureux, en bonne santé, où tu fais des choses que tu aimes et où tu te réveilles le matin en disant « mais j'ai de la chance ». Et ça devrait même être ça. Tu vois, les entrepreneurs que j'accompagne, je les accompagne toujours pour que leur quotidien redevienne un plaisir. Si ton quotidien, il n'est pas heureux, si ton quotidien, tu le subis chaque jour, ça n'a aucun sens d'avoir plus de chiffre d'affaires. Salut Ophélie. Salut Isabelle. Trop contente que tu sois là. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Très contente d'être là aussi. Alors dis-moi, tu es coach business pour entrepreneurs avancés. Tu parles d'énergie, d'émotion et de performance. Exactement. Et tu accompagnes ceux qui veulent grandir sans s'épuiser en intégrant le corps, la tête et le cœur. Ouais, c'est une très belle définition. Est-ce que peut-être tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu? Que fais-tu? Et du coup, moi, c'est Ophélie de Zutter. Je suis business coach et j'accompagne les entrepreneurs entre 200 000 euros de chiffre d'affaires et 50 millions. Donc, tu vois, j'ai un range assez large. Ah ouais. Et en fait, c'est des entrepreneurs qui sont confrontés à des problématiques que moi, j'adore, qui sont des problématiques qui semblent très complexes, mais qui sont avant tout des problématiques humaines, qui sont liées au management, au lien à la sécurité interne et à l'argent, des problématiques liées au succès, à la notoriété, à comment tu perçois le succès. Est-ce que tu imagines être ton succès? Des problèmes de vision, parfois des problèmes d'épuisement. Il y a aussi des problèmes d'associés, par exemple, comment je communique avec un associé quand la boîte va mal. Donc voilà, il y a tout un tas de problématiques sur lesquelles on travaille et je les accompagne pendant 6 mois. Donc voilà. Okay, c'est un peu mon job de rêve, mais c'est un vrai job. Ouais, tu as un parcours super intéressant. À la base, tu n'étais pas du tout destiné pour être coach pour entrepreneurs. Tu avais un CDI et tu étais destiné pour continuer ton salariat toute ta vie, en fait. Mais j'adore ta question parce qu'en fait, je pense que je suis destinée à être coach pour entrepreneurs, mais je suis passée par plein d'étapes et pour réaliser que j'étais faite pour ça, je pense qu'il a fallu que j'échoue pas mal. Et ces échecs, ils ont pris diverses formes, mais en fait, je pense que sans ces petits fails, je serais pas devenue coach. On parle par exemple de burn-out parfois dans les coachings. Moi, je l'ai vu, je l'ai observé et j'ai commencé à le vivre en tant que salarié. Donc en fait, il y a des tas de choses que j'ai vécues dans mes précédentes vies. Et donc que ce soit ma vie à Singapour, ma vie à New York, ma vie à Paris, dans les grands groupes, en tant que freelance, tu vois, à négocier avec des agences, en tant que designer. Enfin, j'ai eu tellement de vies différentes que tout ça, ça m'a permis d'avoir une vision quand même assez large et assez multiple de ce que pouvait être l'entrepreneuriat. Et du coup, quand j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs, je les comprenais quand ils me parlaient. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a tout de suite pris, en fait. Et du coup, comment t'es passé de salarié à coach? Ça s'est passé comment? Je pense qu'il y a une petite partie de moi qui était déjà coach. Et en fait, je voulais pas m'avouer que je voulais être coach parce qu'il y avait ce truc un peu de c'est nul d'être coach. Tu vois, surtout quand t'as fait plein d'études. À l'époque, c'était pas très glamour. Maintenant, c'est un peu stylé, les gens veulent être coach. Mais à l'époque, c'était pas cool, tu vois, d'être coach. C'était un peu genre... Moi, je disais à mes amis, oh là là, mais si je rencontrais quelqu'un en soirée qui arrivait, qui me disait je suis coach, je lèverais les yeux au ciel. Donc, je leur disais, j'ai pas du tout envie d'être cette personne. Et en fait, non, j'ai beaucoup cherché quel pouvait être ce métier d'accompagnement dans le bien-être, mais qui est quand même lié à l'ambition. Et en fait, c'était coach. Donc, au bout d'un moment, il fallait que j'arrête de tourner autour du pot et que j'y aille. Mais la bascule, du coup, elle s'est plutôt faite dans la forme, tu vois. De se dire, OK, là, j'embrasse ma destinée quelque part et j'accepte que ma vie, c'est pas une vie de carrière d'entreprise toute tracée où tous les 4 ans, je vais avoir une promotion. Et peut-être que c'est plus joli, en fait, comme ça. Mais j'ai mis du temps à l'accepter. Si jamais tu n'avais pas été aussi proche du burn-out, tu penses que tu aurais fait le move? Ou alors non? Je pense que c'est pas tellement la fatigue qui m'a menée à faire le move.
c'est une quête de sens. Parce que je voyais que la manière dont je pratiquais mon métier, ça abîmait mon corps. Je voyais que ça abîmait mes capacités cognitives. Tu vois, je me trouvais moins futée, moins rapide, moins pertinente. Et du coup, j'avais plein de stratégies de compensation. Des stratégies pour pas faire de burn-out, des stratégies pour pas être épuisée, des stratégies pour garder un peu ma vivacité d'esprit. Sauf que c'était toujours un peu en négatif. C'est-à-dire que j'essayais de combattre ce que je créais, les effets négatifs que je créais sur mon corps. Donc, en fait, le déclic, ça a plutôt été ce truc de... tu vois, à partir de mes 25 ans, je me disais... Je suis pas certaine que ce soit ça le but de ma vie, mais je comprenais pas trop pourquoi. Comme j'étais assez forte, je me disais, si t'es forte, c'est que t'es faite pour ça. Et ça m'a pris du temps de décorréler, de me dire, non, en fait, tu pourrais être forte dans plein de trucs et faut que tu choisisses maintenant. Donc, il était plutôt là, c'était plutôt une quête de sens qui s'arrêtait jamais. Et je me disais, mais c'est fou, les gens, ils ont l'air d'être heureux. Pourquoi moi, j'arrive pas à être heureuse, tu vois? C'était hyper profond, en fait. Mais il y a des gens qui se satisfont finalement d'un job qui ne les satisfont pas. Mais je les enviais, ces gens. Je les enviais parce que je me disais, on a la même vie et eux, ils sont heureux. Enfin, en tout cas, ils se posent pas 1000 questions. Moi, j'avais tout le temps, tu vois, 1000 interrogations. Ça tournait tout le temps dans ma tête et je me disais, si c'était plus simple, ce serait plus simple. Et en fait, après, j'ai compris que c'était un super pouvoir, ce qui se passait dans ma tête. Et quand j'ai commencé à comprendre comment l'utiliser, non pas à mon détriment, mais en ma faveur, mais ça a été magique. Mais pendant longtemps, c'était mon petit combat interne avec moi-même, tu vois, je comprenais pas comment je fonctionnais, en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça a autant de sens, et c'est aussi important pour moi que les gens comprennent comment ils fonctionnent, parce qu'une fois qu'ils ont compris comment ils fonctionnent, plus rien n'est impossible, tu vois. Tout est ouvert. Ils sont capables d'accomplir les plus belles choses et d'atteindre leurs rêves, de les réaliser, c'est trop beau. Est-ce que tu penses que tu as fait preuve de courage pour la première fois de ta vie quand tu as changé ta destinée? Parce que finalement, tu pouvais faire tellement de choses. Est-ce que le fait d'embrasser une carrière incertaine, de reprendre tes études, c'est ça? C'était faire preuve de courage? En fait, je l'ai vécu... Je pense que tu as raison. Et à la fois, moi, je l'ai vécu comme quelque chose qui était évident. Dans le sens où tout le monde me disait... on m'a beaucoup dit que j'allais échouer. On m'a beaucoup dit mais tu fais pas ça, c'est une erreur, tu vas échouer, tu vas pas réussir à en vivre, comment tu vas trouver des clients, t'as aucun réseau, t'as jamais fait ça. Et en fait, je pense que le courage, c'était de me lever tous les jours pour aller obéir à un patron. Ça, c'était courageux parce que ça correspond tellement pas à mon tempérament. Par contre, fixer mes propres règles, trouver mes clients, être une bonne coach chaque jour... ça correspond tellement à mon énergie que finalement, c'est hyper spontané. Par contre, le courage, ça a été de passer le pas, je pense, passer ce cap du jugement des autres. Je pense qu'il était là, mon petit move courageux. Ça t'a dissuadé quelque part? Parce que c'est vrai que je t'avais entendu déjà une fois dire le mec, il a voulu me dissuader, du coup, ça m'a donné de l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas eu un truc comme ça? On dirait, mais fuck, quoi, tout le monde me dit ça. Du coup, j'y vais à fond. En fait, j'étais décidée. Quand j'ai eu ces retours-là, j'étais déjà décidée. Mais par contre, c'est vrai que c'est pas toujours évident quand tu as des retours négatifs. Mais je pense qu'en réalité, rares sont les entrepreneurs qui se lancent après une carrière en CDI auquel on dit évidemment, lance-toi comme ça, sans filet, ça va être super. Donc moi, je m'étais créé un petit filet mental. En fait, je disais aux autres, mais c'est pas grave parce que là, je vais essayer pendant 2 ans. Si dans 2 ans, ça marche pas, je repostule dans un grand groupe. Donc en fait, je disais aux autres ça pour les rassurer, mais moi, ça m'inquiétait pas dans le sens où, franchement, pour moi, c'était pas une porte de sortie de reprendre une vie salariée. C'était pas une option. Franchement, je pense pas que j'ai vraiment profondément douté. Mais par contre, j'ai eu des énormes galères, tu vois. Il y a un moment, j'ai eu un gros problème. En fait, ma première comptable a failli planter ma boîte. Elle m'a fait perdre vraiment énormément d'argent à cause d'erreurs comptables accumulées. Et en fait, je rentre de mes vacances en août. Et là, je me rends compte, donc il y a des virements qui partent. Et c'est les virements qui auraient dû être faits et qui n'avaient pas été faits. Et en fait, je me rends compte que j'ai plus d'argent. Et ça a été dur. Ça a été très dur parce que là, pour le coup, j'ai cru que j'allais échouer. Et en plus, c'était pas de ma faute, donc j'avais un grand sentiment d'injustice. Et pour le coup, là, ça a été vraiment une partie entrepreneuriale un peu compliquée où c'était un peu les Hunger Games, tu vois. J'avais pas trop d'argent pour manger et tout, c'était un peu chaud. Mais par contre, ça a réveillé en moi une sorte
de Ophélie Cash Machine où j'ai jamais autant closé qu'à ce moment-là. Et je pense que ça m'a révélé une partie de moi à moi-même. Et finalement, il était très utile. Ce passage était très utile, ouais. Et c'est quoi ta stratégie business? Enfin, t'as commencé comment? Donc, t'as commencé à coacher des clients et après, t'as monté tes prix. Ça s'est passé comment? En fait, j'avais une règle, une fois que j'avais quitté les grands groupes, c'était de ne plus jamais faire quelque chose qui me contraint ou qui ne correspond pas à qui n'a pas de sens pour moi ou qui ne correspond pas à mon niveau d'énergie. Donc, par exemple, prospecter, c'est hors de question que je fasse ça de ma vie. Jamais je ferai ça. Donc, je savais qu'il fallait que j'aille trouver des clients autrement. Comme je suis plutôt extravertie et que j'aime profondément les gens, ce qui marchait bien pour moi, et je le sentais, enfin, ce qui allait bien marcher pour moi, c'était les événements. J'allais à un événement, les gens, on sympathisait, on s'entendait bien. J'arrivais super vite à capter, en fait, les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Et du coup, ils s'auto-closaient, en fait, en me renvoyant un message le lendemain. Et ça a été ma stratégie pendant les premières années de ma boîte, où je faisais beaucoup d'événements. Et à chaque événement, je closais, 2-3 personnes. Donc ça, c'était un peu un niveau, les premières années de mon entreprise. Mais après, au tout début, j'ai coaché plein de gens, en fait, pour savoir ce qui me convenait, parce que tu peux pas savoir. Je dis souvent qu'une offre, elle n'existe pas si on te l'a pas achetée. Donc en fait, si tu as 4 offres et qu'elles sont superbes, elles sont sur ton site et tout, et que personne t'achète, c'est pas une offre. C'est toi qui as créé un fantasme dans ta tête, tu vois. Donc ouais, j'ai beaucoup travaillé avec... j'ai coaché un comédien, j'ai coaché une chanteuse, j'ai coaché des mamans en burn-out, j'ai coaché des salariés qui n'en pouvaient plus, j'ai coaché des entrepreneurs. Et là, je me suis dit, là, on a une intersection que j'aime bien, parce il y a une question d'ambition, il y a une question de croissance, du coup, d'argent. Il y a aussi quelque chose de très émotionnel sur, en fait, mon corps doit m'aider à atteindre ses objectifs et pour le moment, je le maltraite. Et puis, il y a un enjeu fort, parce que l'entrepreneur, il a besoin que ça marche. C'est sa boîte, c'est sa source de revenus. Et du coup, à la différence peut-être d'un salarié où, certes, l'enjeu est fort, mais tu risques pas de pas pouvoir manger à la fin du mois, normalement. Là, il y avait un truc un peu, peut-être plus, qui les prend aux tripes. Et moi, j'admire beaucoup cet engagement total. Et donc, j'adore les accompagner pour que cet engagement total les bouffe pas de l'intérieur et qu'au contraire, cet engagement soit une piste d'épanouissement et d'accomplissement qui soit incroyable. Et du coup, tu as d'autres projets à part le coaching? C'est quoi la prochaine étape? Écoute, je donne aussi des conférences et ça, c'est quelque chose que j'adore. Pendant longtemps, je pensais que du coup, ce qui était parfait pour moi, c'était le one-to-one. Et oui, en fait, je me rends compte que le one-to-many est génial aussi et que ça a de l'impact. En fait, tu sais, parfois, tu as un peu peur que dans le one-to-many, il y ait moins d'émotions, que quand tu parles à un groupe, les gens se sentent moins concernés. Et c'est vrai que les premières conférences, du coup, quand il y a de l'émotion, moi, ça me porte beaucoup. J'étais là à ta première conférence. T'as fait pleurer tout le monde dans la salle. C'était incroyable. Mais à la fois, c'est vrai que c'est toujours un peu gênant quand les gens me disent « tu nous fais pleurer, t'aimes bien », mais c'est juste que moi, je sais que c'est positif, en fait. Quand il y a une émotion qui se libère, je sais que la personne, du coup, était prête à franchir le cap. Tu vois, le prochain cap, son prochain palier. Et du coup, c'est sublime parce que je le vois comme... c'est comme si je voyais la personne évoluer. Donc moi, je trouve ça beau, mais c'est vrai que les gens ils disent « mais t'arrêtes de nous faire pleurer, ça suffit maintenant ». Non, c'était incroyable parce que là, tu te tenais sur la scène. Enfin, on aurait dit quelqu'un qui faisait un stand-up. Enfin, vraiment, tu racontais une histoire. Je suis persuadée qu'il y a du travail derrière, bien sûr. Mais si tu veux, c'était tellement naturel. Tu vois, tout le monde était tellement suspendu à tes lèvres que c'était fou, quoi. Je me dis, une conférence serait géniale, quoi. Ça me touche beaucoup, merci. Et du coup, tu en as une prévue bientôt, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, tu as raison, on a un très très beau projet avec Mona Bouchtita, qui est podcasteuse et entrepreneuse, qui a une énorme communauté sur Instagram et aussi sur LinkedIn. En fait, on a décidé de recréer cet événement qu'on avait créé la première fois, qui a été sold out hyper rapidement. Donc on s'est dit qu'on allait viser plus grand et on va faire un bel événement le 12 décembre. Et donc ça va être une conférence à 4 mains, qu'on va faire toutes les deux et ça va être très beau. On va parler de sujets comme la croissance, la solitude entrepreneuriale, le parcours des entrepreneurs,
Moi, je vais aussi coacher en live, faire monter des gens sur scène, donc ça va être... Tu vas les faire pleurer. Peut-être qu'ils vont pleurer ou peut-être qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, on sait pas, mais... Les deux. Peut-être que les deux sont possibles aussi. Mais du coup, ça va être vraiment un super moment et j'ai hâte et ça va être dans un lieu qui est mythique puisque c'est au Grand Rex. Waouh. Donc ouais, non, c'est un super projet. Je suis très fière. Je suis aussi très fière de le faire avec Mona qui est une ancienne cliente et aussi une entrepreneuse géniale. Elle est brillante et ouais, c'est un bonheur de faire des projets comme ça avec des gens si intelligents et si charismatiques. Donc j'ai hâte. Donc décembre, 12 décembre, c'est ça? 12 décembre. Super. Vous pouvez noter la date. Super, du coup, je me dis, c'est quoi ton assiette typique dans une journée, que je fasse exactement la même chose? C'est moi qui vais te copier plutôt. Mais... Alors, dans mon assiette, déjà, moi, je mange pas le matin parce que je suis plutôt un chronotype du soir. Tu vois, je suis le profil loup où, en réalité, si la société fonctionnait comme moi, je pense que je pourrais être en coaching à 22h et me réveiller à 11h. Ça correspondrait un tout petit peu plus à mon profil. Mais donc là, en fait, dans mon assiette, donc ça commence le midi. Je mange plutôt tard, je mange vers 13h, 14h. J'essaie d'avoir des protéines, pas mal de protéines. Donc ça peut être des crevettes, des œufs, ça peut être du poulet, ça peut être du poisson. En général, je mange un petit peu moins de viande rouge, mais quand je mange de la viande rouge, quand je me réveille le matin et que j'ai envie de pâte bolo, tu vois, je sais que je vais avoir mes règles. Et en fait, j'ai cette alimentation qui est un peu intuitive, où j'écoute vachement ce dont j'ai besoin, parce que je sais que ça parle aussi potentiellement soit de mes carences, soit de mes envies, soit mon corps est en train de me dire, là, je sais pas, on est en train de passer dans l'automne, ou on passe doucement dans l'hiver, tu vas avoir besoin d'un peu plus de glucides, ou d'un peu plus de protéines, un peu plus de force. Et donc, en fait, j'écoute vachement ce dont j'ai envie, parce que je sais que ça me parle aussi de ce dont j'ai besoin, mais j'essaye d'allier les deux. Donc, pour moi, un repas, il ne peut pas être mauvais. Tu vois, le truc de manger des substituts qui sont pleins de vitamines et de minéraux, moi, je pourrais pas. Pour moi, je suis une vraie épicurienne, j'ai besoin que ça soit bon. Donc, dans mon assiette, elle est bonne, j'aime la manger, sinon je la mange pas. Je dis toujours que je préfère sauter un repas que mal manger. Et en réalité, je saute aucun repas parce que je suis trop gourmande, mais c'est vraiment important pour moi que j'ai du plaisir à manger. Donc ouais, ça peut être, je sais pas... Des crevettes avec des crudités, avec du riz. Ça peut être, je sais pas, qu'est-ce que je me fais à manger? Ça peut être du poulet au curry, ça peut être, je sais pas, des poivrons farcis. Je me fais aussi beaucoup, tu sais, quand j'ai pas trop le temps de manger le midi, je prends une boîte de sardines avec du skyr sur un toast ou je le mets avec une carotte ou avec tu vois. En fait, même si je mange rapidement, j'essaie de faire en sorte que ce soit hyper nourrissant de manière à avoir déjà suffisamment de calories pour avoir de l'énergie et que mon cerveau fonctionne bien, mais aussi tout ce dont mon corps a besoin. Et après, je me complémente aussi. Donc, je vais prendre, tu vois, là, on arrive du coup un moment qui est horrible où il fait que pleuvoir, je vais prendre de la vitamine D parce que je sais que j'en manque et j'adorais être comme toi et je sais que tu m'as partagé une super app pour voir en fait à quel moment tu peux avoir le maximum de vitamine D. Mais c'est vrai que parfois, tu vois, le moment où il fait beau, c'est le moment où je suis en coaching et du coup, je vais pas avoir le soleil et donc je fais attention parce que je sais que rapidement, moi, je vais être en carence. Et tu vois, on m'avait déjà conseillé de prendre des grosses ampoules de vitamine D, là, tu sais. Mais ça, c'est n'importe quoi parce qu'en fait, ton corps peut pas assimiler autant de vitamine D d'un coup et il le stocke pas, en fait. Donc, je me suis pas mal, en fait, renseignée pour moi. Et du coup, mes assiettes sont le reflet de mes envies et de mes besoins. Aussi, c'est très cohérent avec la saison. C'est-à-dire que je vais pas manger des tomates en hiver. Je vais pas manger... j'essaie de choisir des produits locaux, bio. Enfin, je fais attention à ce que je mange parce que je sais que c'est le premier carburant. Et donc, tu cuisines, c'est quoi ton plat préféré que tu aimes bien cuisiner? Alors, mon plat préféré, c'est pas celui que je préfère cuisiner, mais mon plat préféré, je pense que c'est le gratin aux pommes de terre de ma mère, mais c'est vraiment ma Madeleine de Proust, tu vois, c'est parce que c'est le gratin de ma mère. Je pense que, mais j'adore manger, en fait, donc j'ai énormément de plats préférés. J'adore les pâtes à la truffe. Ça me rend très heureuse, mon mélange skyr-sardine, là, avec un avocat, il me rend très, très heureuse. Qu'est-ce que j'ai? Après, j'ai des petites lubies. Parfois, j'ai des moments où j'ai envie de manger des choses et tu vois, je vais être un peu monomaniaque sur un truc et après, je vais le lâcher. Mais en fait, je crois que j'aime beaucoup le poisson. Je mange beaucoup de poisson. C'est un truc qui me rend vraiment heureuse. Tu vois, que ce soit du saumon ou des poissons blancs, j'en mange pas mal.
Ouais, les crevettes, ça me rend heureuse. En fait, c'est très bizarre comme phrase, mais vraiment, en fait, manger des bons plats, ça me rend heureuse. Mais après, tu vois, ça m'empêche pas d'être hyper heureuse en mangeant une pizza. C'est-à-dire que là, j'ai des repas qui sont... Quand je cuisine, moi, c'est plutôt sain parce qu'en fait, j'achète pas de trucs tout prêt, enfin, tu vois, j'achète pas de trucs tout prêts. D'ailleurs, je mange beaucoup moins de glucides quand c'est moi qui cuisine. Parce qu'en fait, naturellement, je vais plus aller vers des légumes. Je sais que c'est... Tu vois, c'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux, c'est utile pour moi. Je vais manger pas mal de protéines et tout parce que je sais qu'il faut que je sois performante dans ma journée. Mais par contre, si je vais au resto, j'aime bien me faire plaisir et si j'ai envie d'une grosse pizza, mais je vais pas du tout me restreindre et surtout, je culpabilise jamais de ce que je mange. Vraiment, c'est comme c'est très intuitif. J'ai jamais été capable de suivre un régime, je suivrai jamais de régime. Je suis contre globalement me restreindre, mais sur tous les pans de ma vie, que ce soit dans le business, dans la nourriture, dans mes envies. Contre la frustration un peu. Voilà. Tu as commencé à en parler un petit peu au niveau de tes routines. Qu'est-ce qui te donne justement de la force pour tenir la journée, de l'énergie, à part ton assiette? Qu'est-ce que tu fais dans les 60 premières minutes de ta journée? Enfin, de ta journée à midi, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que je me lève assez tard. Moi, je serais jamais... Enfin, peut-être que si... Miracle Morning, c'est pas pour toi? Du coup, moi, je suis anti-Miracle Morning, mais de la manière dont on la conçoit aujourd'hui. C'est-à-dire que je trouve ça génial qu'on ait des rituels du matin. Mais pour moi, quand on s'impose des routines, en général, on va être dans la coercition dès le matin. Et se forcer dès le matin, alors que toute la journée, on s'impose plein de choses. Et en général, les entrepreneurs, tu vois, que je coach, toute la journée, ils se forcent à faire plein de choses. Ils se forcent au sport à être les plus performants. Ils se forcent en meeting à être les plus impressionnants. Ils se forcent avec leurs clients à être les plus intelligents. Et du coup, si dès le matin, tu te forces, en fait, tes journées, il n'y a plus aucun plaisir dedans. Et au bout d'un moment, tu perds ta vision, tu perds ton énergie et ça a un impact hyper fort sur ton CA. Mais même si on ne traquait pas l'argent, rien que sur ton bonheur, mais tu finis tes semaines, tu n'es pas heureux. Parce qu'en fait, tu n'as fait que des trucs que tu n'aimes pas. Donc, moi, la Miracle Morning, oui, si c'est un vrai miracle. Si c'est un vrai truc qui te rend heureux, oui. Si c'est une autre manière de te contraindre, non. Mais comment tes clients font la différence entre se pousser un petit peu à de la discipline, tu vois typiquement, moi, je prends des cours de chant. Ouais. Non, mais il n'y a rien qui rapporte aussi peu que des cours de chant. Juste après, il y a les cours de guitare que je prends aussi, tu sais, où tu passes des années pour des progrès que tu ne vois pas. Ouais. Tu vois, et en même temps, il y en a quand même. Tu vois, c'est pas... Je fais pas ça pour rien, enfin, je crois. Enfin, j'en suis persuadée. Mais du coup, à quel moment il faut se pousser, et puis à quel moment dire flemme, ça c'est ma fille. C'est intéressant parce que le flemme de ta fille, soit c'est un flemme parce que vraiment il n'y a pas d'intérêt, soit c'est un flemme parce qu'il y a de la peur. Si c'est un flemme parce qu'il y a de la peur, ça vaut le coup de se pousser parce qu'en général, il y a un cadeau derrière. Il y a un truc très beau que tu peux explorer. Typiquement, moi, je te disais, je suis une anti-frustration, oui et non. Quand ça a du sens, oui, je vais vivre de la frustration. Faire une conférence, par exemple, ça va me stresser, et ça va peut-être me frustrer dans il faut que je me contraigne, il faut que je prépare, ce temps-là, je pourrais l'utiliser à quelque chose de plus plaisant, du plaisir, mais en fait, je vais l'utiliser pour quelque chose qui va être constructif et qui va m'aider à construire du bonheur. Donc déjà, moi, je fais un peu cette distinction-là. Et du coup, mes clients, quand ils ont besoin d'être encouragés pour passer quelque chose qui est dur à faire, mais qui est frustrant, mais qui va les aider à être plus alignés, plus heureux, et j'ai aucun problème à leur dire, tu te rappelles, on s'était dit ça, est-ce que ça a toujours du sens pour toi? Si oui, va falloir le faire. Par contre, si c'est quelque chose où ils ont la flemme, parce que ça n'a pas d'intérêt, là on regarde si on peut soit le déléguer, soit si c'est un projet qui a vraiment du sens. Est-ce que tu as la flemme pour ce projet parce que peut-être que ce projet, il t'a été inspiré par quelqu'un et qu'en fait, tu veux juste le faire parce qu'on t'a dit que c'était bien. J'ai des entrepreneurs parfois qui me disent je sais pas, je suis très fort sur LinkedIn, on m'a dit qu'il fallait que je me lance sur Insta. Le on m'a dit, tu vas voir que ça va donner de la procrastination, de la flemme, de la frustration, de la colère, du j'y arrive pas, ça m'énerve. Alors que quand tu n'y arrives pas, ça t'énerve, mais que ça a un sens, tu vas continuer. Je suis pas sûre de faire la différence entre les deux. Par exemple, le chant. Tu t'imposes de faire ça. Parce que t'aimes chanter. Je sais pas, la première fois que je suis montée sur scène, j'étais tétanisée et
Et alors, bien sûr, il y avait de la peur derrière, mais j'ai détesté ça, quoi, surtout. Okay. Et à chaque fois que je monte sur scène, je déteste ça. Enfin, tu vois, c'est pas si obvious hein, pour moi. Ouais, ok. Et non, ne me fais pas pleurer. Je te ferai pas pleurer. Ok, je m'engage à ne pas te faire pleurer. Non, mais d'accord. Est-ce que tu m'autorises à te poser des questions? Oui, bien sûr. Ok. Tu détestes ça? Est-ce que tu arriverais à décrire le ça? Tu détestes quoi? Je pense que le fait de monter sur scène, c'est m'exposer à la lumière, un petit peu comme là. Ouais. Tu vois, faire un podcast, c'est super dur pour moi. Et donc, avoir les projecteurs sur soi, c'est prendre le risque d'être critiqué, d'être jugé. Et puis, en plus, je suis jugée sur mon physique. Déjà, c'est horrible. Ouais. Et ensuite, je suis jugée non pas sur ma façon de faire un instrument, parce que finalement, peut-être que je peux être nulle dans un instrument, mais là, c'est sur ta voix. C'est encore pire, parce que c'est ta personne, tu vois. Et à chaque fois, je me pose la question, pourquoi est-ce que je fais ça, tu vois? Mais c'est une mission qui me dépasse. Mais je suis pas sûre de faire la différence avec quelque chose que je déteste. Parce que des fois, il y a des trucs que je déteste et que je fais, tu vois. Donc, c'est pas si clair, en fait, okay. Si c'est un hell yeah ou non. Qu'est-ce que tu te forces à faire que tu détestes? La prospection. D'accord. Pourquoi tu le fais? Parce que je me dis que c'est ce qu'il faut que je fasse. D'accord. Et ça t'apporte quoi? Du CA à la fin du mois. Ok. Est-ce que ce CA, il a du sens pour toi? Oui, parce que ça me permet de faire des choses dont j'ai envie. Tu vois, dans les deux cas, dans le premier cas, tu me dis que ça a peut-être pas de sens pour toi de monter sur scène parce que finalement c'est un cauchemar et que c'est quelque chose qui est hyper dur à vivre. Mais quand tu me décris le ça, tu me dis pas j'aime pas révéler ma voix au public, j'aime pas tenir un micro, j'aime pas chanter, j'aime pas être bruyante. Tu me parles des critiques. Donc tu me parles pas vraiment du sens profond, tu me parles pas du chant. Tu me parles de tout ce qui l'entoure et qui peut parasiter. Et dans le second cas, quand tu me parles de la prospection, tu pourrais me parler de la prospection pure, mais en fait, tu vas me parler à la fin quand si je grattais un peu plus encore, tu me parles de CA, mais en fait, ça a du sens parce que t'aimes ton métier. Et qu'en fait, quand tu me parles de CA, tu sais que c'est parce que tu vas accompagner des gens et que t'aimes les accompagner. Donc la prospection a du sens in fine parce que tu sais que ce que tu leur vends, tu y crois. Et peut-être que la scène, ça a du sens, mais par contre, c'est parasité par tout un tas de choses autour. Mais dans les deux cas, en fait, tu me décris deux choses qui ont du sens pour toi. C'est pour ça que quand tu les compares, t'arrives pas à voir la différence. Parce qu'ici, tu fais quelque chose où, en fait, tu t'épanouis énormément dans ton métier. Et ça, je le sais aussi parce qu'on a déjà parlé de ce que tu fais et on se connaît. Mais même au-delà de ça, tu vois, si on creuse, en fait, quand tu me dis ton CA, évidemment que ça anime pas ton cœur. Tu vois, tu me dis oui, c'est mon CA. Mais si je te dis, est-ce que ça a du sens de prospecter quelqu'un qui est en mauvaise santé? C'est compliqué pour moi, en fait. Tu vois, parce que je me dis peut-être que je dérange la personne, tu vois, et j'ai pas envie de forcer. Ok, et si la personne, tu la forces pas? Si on reste sur la partie prospection et tu la forces pas? Quelque part, j'ai l'impression de forcer, tu vois, en fait, en faisant de la prospection. Donc c'est ton rapport à la vente, en fait, qui est là le parasite. Ici, on a le rapport à la vente. Ici, on a potentiellement le rapport au jugement. Mais en fait, dans les deux cas, on ne parle ni de la prospection pure, ni du chant. Et du coup, ça a du sens de se dire, là, il va y avoir peut-être un petit peu de frustration, même un peu de friction, mais j'y vais quand même parce qu'en fait, ça a du sens pour moi. Ça a du sens, en fait, d'accompagner les gens et ça a du sens de chanter. Donc, c'est la question à se poser avant chaque projet ou chaque micro-décision, peut-être. Est-ce que ça contribue à un projet qui a du sens pour moi? Ouais, mais tu vois, si je te dis ça, tu vas me dire, mais je sais pas, Ophélie, j'en sais rien, je suis pas une moine bouddhiste, je sais pas te dire si ça a du sens. Mais par contre, si je te dis, est-ce que t'as la flemme? Oui, non, tu vas me dire oui. Et si je te dis, est-ce que cette flemme, on pourrait faire quelque chose pour je sais pas, si t'as une flemme à 10, est-ce qu'on pourrait faire un peu descendre ce niveau de flemme? Et là, peut-être que la scène, tu vas me dire, si les gens pouvaient ne pas commenter mon corps, j'aurais moins la flemme. Ah, bon, du coup, on a un travail à faire sur le jugement. Pareil pour la prospection. Si on se disait, OK, là, la prospection, elle est peut-être gênante à 10. J'ai peur de déranger à 10.
Et si on décomposait ça, potentiellement, il y aurait la peur de déranger, mais aussi la peur d'être rejeté, ou la peur que les gens se sentent forcés, ou la peur d'être une impostrice, ou... et en fait, tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien dans une approche qui a du sens, c'est qu'on comprend que la frustration, parfois, c'est juste de la friction. On en a envie. T'as envie d'un truc qui est ici, mais en fait, t'as plein d'étapes avant d'y aller, qui sont des étapes dont tu vas devoir te débarrasser pour pouvoir atteindre ce que tu veux avec le moins de friction possible. Donc peut-être que le chant, toi, tu vas surkiffer quand tu te diras, mais j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent de moi. Ah bah, fais voir. On va voir si ça arrive. Mais ça, évidemment que, tu vois, les gens qui sont sur les réseaux en souffrent énormément. Et tu pourras en parler. Tu tombes sur des gens qui sont, on va dire, idiots, pour rester très poli. Il y a des gens idiots qui se permettent de dire des choses encore plus idiotes. Et ça marque énormément de créateurs de contenu. Parce qu'après, ils se censurent sur les réseaux, ils ne s'autorisent plus à s'exprimer. Et du coup, ils font un amalgame et se disent, bah moi, j'ai la flemme de poster. Non, t'as pas la flemme de poster. T'as peur d'être à nouveau blessé. Et tu vois, quand tu nommes bien, tu te rends compte que tu sais là où il y a du sens et où il y en a pas. Peut-être que ta fille, quand elle te dit j'ai la flemme, peut-être qu'elle a la flemme de faire ses devoirs. Mais si tu lui dis, ok, je te propose de plus jamais faire tes devoirs, mais par contre, bah peut-être que tu n'auras pas le succès académique que tu as aujourd'hui, ou que peut-être que tu n'auras pas le choix de cette école ou cette école. Ou... Bah peut-être que là, elle va te dire, écoute maman, j'ai la flemme, mais je le fais quand même. Parce que ça aurait du sens, en fait. Ok, je vais essayer d'appliquer ça. Moi, je l'ai un peu appliqué, par exemple, quand j'étais en poste, des gens qui me disaient, ah, mais j'ai trop la flemme de faire la facturation et tout. Ouais, t'as la flemme, mais est-ce que ce serait pas très kiffant de dire à la fin d'accumuler, enfin d'additionner tes factures et d'expliquer combien t'as fait rentrer ce mois-ci? Ouais, ce serait cool. Bon, bah, trop bien. Fais la facturation, ça va être chiant, et après, viens me voir avec le total. Ah, ok, c'est cool. En fait, il faut juste qu'on comprenne, le cerveau, c'est un enfant de 5 ans qui a des caprices. Si tu sais comment lui parler, après, c'est plus simple. Des fois, j'ai l'impression qu'on fait le même boulot, quoi. Tu sais, le fait de prendre soin de son corps pour avoir de l'énergie pour la journée. Ouais. Tu vois, parce que je discutais avec Adri l'autre jour, Adri Péruse, et elle me disait que, c'est ta cliente également, elle me disait que tu poussais tes clients à prendre soin de leur corps en premier, que c'était vraiment la base de la base, et qu'il fallait arrêter de se maltraiter. C'était pas du no pain, no gain, tu vois, et on y va à fond. Et du coup, qu'est-ce que tu les encourages à faire pour prendre soin de leur corps? Parce que j'imagine que quand tu es fatigué, ton cerveau, il fonctionne plus trop bien, quoi, pour prendre des décisions. Ouais. En fait, c'est un peu ce qu'on vient de faire. J'adore cette question parce que c'est exactement ça. Là, tu vois, vraiment, mon cœur bat plus vite. C'est marrant, je sens dans mon corps que ce que tu dis est vraiment exact. Enfin, t'es exactement au bon endroit. Parce que, pour moi, on a beaucoup décrit l'ambition et la réussite via un prisme de souffrance. Et on l'a tellement intégré, et moi la première, qu'en général, on se fait vivre des situations extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, en pensant que c'est ça qui va nous amener au succès et à la réussite. En réalité, la souffrance, oui, est un moteur. La colère est un moteur. Mais la colère est un moteur qui s'épuise beaucoup plus vite que le bonheur. Quand on sait hacker sa santé pour la mettre au service de nos objectifs, et qu'on est heureux dans ce qu'on fait et qu'on y prend du plaisir, bon, on est inarrêtable. Et ça, moi, j'en suis persuadée, et c'est ce que je teste sur moi depuis 10 ans, tu vois. Salariée, je pense que j'étais vraiment performante, mais par contre, j'avais une quantité d'énergie qui était limitée. Et en fait, je me servais de ma frustration, ma colère et mon envie de prouver comme d'un moteur, et ça fonctionnait, mais ça me cramait en même temps. C'est un peu comme si tu utilisais... en fait, tu sacrifies une partie de toi dont tu as besoin pour la mettre, tu vois, dans le moteur. Tu te coupes un bout de la main, hop, tu le mets dans le moteur, tu le mets dans le moteur. Sauf que tu as besoin de toi, tu as besoin de ta santé. Et le premier truc que les entrepreneurs sacrifient, c'est le sommeil. Moi, je leur dis, il est hors de question que vous sacrifiez le sommeil. On ne travaille pas la nuit. Qui fait ça? En plus, si tu fais ça, ça veut dire que, 1, t'as pas cadré tes clients. Donc, tes clients te contactent tout le temps. Et c'est intenable. 2, ça veut dire que tu as sûrement aussi sacrifié tes repas. Combien d'entrepreneurs sautent des repas ou mangent une fois le soir affamés parce qu'en fait, ils ont pas vu la pause déj passer?
Et j'ai des entrepreneurs qui font le combo. Ils ne dorment pas et ils mangent presque pas, ou d'un coup, ils vont faire un truc de junk food parce que t'as hyper faim et ton corps te dit « Réveille-toi, il me faut 3000 calories pour tenir ». Donc là, ils sont là, ils ont envie de gras, de sucre. Mais parce que le cerveau est en mode « Je ne vais pas réussir à te soutenir dans ton projet si tu me donnes pas à manger là, en fait ». Donc moi, je les aide vraiment à ça, tu vois. Je les aide à prendre soin de leur santé, prendre soin de leur sommeil, bien se nourrir. On reprend les bases, en fait. On reprend le bon sens. Et après, là-dessus, on bâtit un business qui leur correspond. On bâtit aussi un énorme respect de qui ils sont, de leurs limites, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas. En prenant en compte ce truc c'est pas je l'aime pas, ça crée de la friction dans mon envie. C'est je n'aime pas, vraiment, c'est un truc qui me correspond pas. Parfois, il y a des entrepreneurs qui ont des offres, et ces offres, ils les détestent. Si tu détestes ton offre, on est mal barré parce que c'est ce que tu vends et c'est ce que tu vas faire toute la journée. Une fois que tu l'as vendu, il faut le faire. Donc si tu détestes ton offre, on s'en sort pas. Donc voilà, moi je les aide vraiment concrètement sur le sommeil, en fait, je suis pas du tout coach santé, mais c'est un vrai pan de mon accompagnement. Et tu vois, c'est ce que j'ai moi testé sur moi. Quand j'étais une salariée ambitieuse, avec un gros poste, beaucoup de pression et que je dormais très peu, j'ai développé un peu des hacks de compensation pour survivre, où je me rendais compte que, par exemple, le magnésium me permettait d'avoir une meilleure gestion de mes émotions. Si j'étais complémentée en magnésium, je pouvais récupérer de ma fatigue beaucoup plus vite. Bon, ça, c'est quelque chose, par exemple, que moi, j'ai testé sur moi, et je sais, tu vois, que dès que j'ai un petit peu de fatigue, je prends du magnésium, et ça va beaucoup mieux. Et d'ailleurs, je suis complémentée maintenant à l'année, et je conseille à mes coachés, quand on les sort du burn-out, ou quand ils sont à un état d'épuisement qui est pas loin du burn-out, je les conseille en leur disant « Je suis pas médecin, parle-en à ton médecin, mais par contre, le magnésium peut t'aider beaucoup à mieux tenir cette période qui est un peu compliquée dont on essaie de te sortir. » Pareil, tu vois, c'est tout bête, mais le zinc, ça permet de réguler tes hormones. Mais est-ce que ça compense pas quelque chose, tu vois, simplement le fait d'aller plus vite, tu vois, dans ta roue de hamster, et que peut-être qu'il faudrait ralentir plutôt que trouver des hacks, tu sais, pour tenir plus longtemps? Mais pour moi, là, en fait, c'est là où la complémentation n'est pas un hack. Mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, dans l'idéal, on n'aurait pas besoin de compléments. Dans l'idéal, on mangerait des huîtres. Et du coup, on aurait notre niveau de zinc qui serait suffisant. On mangerait de la viande rouge, on aurait suffisamment de fer. On mangerait du chocolat noir, des épinards, et on aurait suffisamment de magnésium. Sauf que dans la nourriture, aujourd'hui, on n'a pas tout ce dont on a besoin. Et tu vois, même si je me mange une tablette de chocolat, j'aurais pas le magnésium qu'il me faut pour être hyper, par exemple, je sais pas, clairvoyante quand je suis très fatiguée. En fait, ça va m'aider. Ça va m'aider aussi à mieux récupérer. En fait, je l'utilise, moi, je le vois vraiment comme un cadeau supplémentaire que je peux faire à mon corps, mais absolument pas comme la base même de ma santé. Mais par contre, c'est devenu indispensable parce que c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais tu vois, le sommeil, typiquement, la première chose que je conseille, c'est la cohérence cardiaque, c'est de débloquer la cage thoracique. Quand tu t'endors, t'inspires, tu prends une grande inspiration, chose que tu n'as pas faite de la journée parce que t'étais en apnée, parce que t'étais stressée. T'essayes d'inspirer, tu vas voir que tu tiens, en général, t'arrives pas à inspirer au-dessus de 4 secondes ou 5 secondes. Et si t'es à 4 secondes, 5 secondes, sache que ta cage thoracique, elle est comme ça, elle est toute figée, toute comprimée. Et ton diaphragme, il a pas bougé de la journée, et du coup, tu as besoin de remettre de l'air dans ton corps. Donc, c'est le moment de respirer. Et tu vois, ça, c'est une base. On va se dire, mais attends, pourquoi je me fais coacher pour qu'on me dise de respirer? Bah oui, mais parce que tu ne respires pas. Je répète tout le temps à mes coachés, t'es en apnée, là. Et c'est vrai que souvent, ils ont oublié de respirer, mais parce que c'est tellement habituel de ne pas respirer qu'ils sont en apnée. Est-ce que tu as l'impression qu'on est plus stressé qu'avant? Je pense que je serais assez mal placée pour en juger. Parce que avant, ce serait avant quoi? Les générations d'avant, tu penses? Ouais, même 10 ans en arrière. Moi, j'étais une cadre surstressée, donc je pourrais jamais avoir une réponse. Mais je pense qu'en tout cas, quand tu es entrepreneur aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux et la multiplicité des canaux, tu vois, t'as YouTube, Instagram, LinkedIn, rien que tu fais ça, t'as tes offres, tes clients, ton associé, tes prestataires, en fait, tu es surstressé parce que la multiplicité des stimuli externes qui vont être envoyés au cours d'une journée vont être énormes. En fait, tu as non seulement de la multiplicité et une quantité ingérable.
Si tu laisses tes notifications Instagram, tu laisses tes notifications YouTube, tu laisses tes notifications LinkedIn, tu laisses toutes tes notifications WhatsApp, tu finis ta journée avec plus de 100 notifications et en fait, tu te dis « je n'ai rien fait, je ne suis pas assez ». J'ai pas répondu à un tel, j'ai pas répondu à ce mail, j'ai pas été capable de répondre à tous mes DM, on me relance sur ce truc, je suis nulle. Mais en fait, ça, le cerveau n'est pas fait pour gérer tous les jours autant de négativité. Donc on est super stressé. Et du coup, c'est quoi pour toi une réussite saine? Est-ce que ça veut dire qu'on doit diviser notre CA et être moins performant? Pas du tout. Pour moi, pas du tout. Et c'est hyper important de l'entendre. Pour moi, la croissance et multiplier son CA, ça peut aller mais parfaitement bien avec le fait d'avoir une vie où tu es heureux, en bonne santé, où tu fais des choses que tu aimes et où tu te réveilles le matin en disant « mais j'ai de la chance ». Et ça devrait même être ça, pour moi. Donc, tu vois, les entrepreneurs que j'accompagne, je les accompagne toujours pour que leur quotidien redevienne un plaisir. Si ton quotidien, il n'est pas heureux, si ton quotidien, tu le subis chaque jour, en fait, ça n'a aucun sens d'avoir plus de chiffre d'affaires. Et comment tu conseilles alors pour faire x10 sur ton CA? D'ailleurs, il y a des livres justement avec, pour avoir des leviers. Tu vois que c'était beaucoup plus difficile finalement de faire x2 que x10. Oui. En fait, ce x2, x10, déjà, il faut qu'il ait du sens. On revient à la question du sens. Si tu veux avoir plus de CA parce qu'on t'a dit qu'il fallait avoir plus de CA, ça n'aura pas de sens et du coup, tu n'iras pas. Tu vas le procrastiner, tu vas te dire que tu as la flemme, que c'est trop dur, que ça marche pas. Quelque chose qui n'a pas de sens pour ton cerveau va pas t'aider à l'accomplir. Donc déjà, ça c'est un premier point, il faut que ça ait du sens. Ensuite, moi je conseille d'avoir des domaines dans lesquels tu vas absolument faire l'inverse de ce que tu fais dans ton business, c'est-à-dire ne pas avoir d'objectif de performance. Moi j'appelle ça les activités aproductives. C'est mes activités dans lesquelles je mets juste du plaisir. Et je vais faire des choses qui ne seront ni belles, ni bonnes, ni bien, ni performantes, ni impressionnantes. Et en fait, ça m'aide, à abîmer d'une manière saine la Ophélie ambitieuse, à réapprendre à la Ophélie débutante à être là dans mon quotidien. Ça me réapprend aussi à vivre du jugement. Ça me réapprend à lâcher la performance, à lâcher les objectifs. Et juste, ça me réancre dans le présent. Et ça, c'est le meilleur conseil, je pense, que je puisse donner sur réapprendre à vivre sa vie de manière heureuse. C'est intégrer des activités aproductives dans votre quotidien. Intégrer des choses qui ne sont pas là pour vous prouver à vous-même que vous êtes fort. Ce sont des activités dans lesquelles vous allez faire des trucs horribles. Moi, je fais parfois, c'est drôle parce que je vais faire, je sais pas, de la poterie. L'enjeu n'est absolument pas de devenir une céramiste de talent. L'enjeu, c'est juste que je passe les mains dans la terre et que ça me détende. Et à la fin, si ce truc ressemble à un énième pot moche, ça ressemblera à un pot moche. Et je serais très heureuse de ne rien faire avec ce pot moche, même quitte à le jeter, mais j'en ai rien à faire parce qu'en fait, c'est le moment qui comptait, c'est pas le résultat. Et quand t'as ce genre d'activité, ça fait un bien fou. Pareil, tu vois, je teste tout le temps plein de nouveaux sports. Je vais à des cours de danse dans lesquels je connais rien. Et c'est génial parce que ça me réapprend à être débutante. Et là, je suis entourée de gens qui maîtrisent le truc. Et moi, je suis nulle. Et en fait, je tire énormément de force de ce moment. Parfois, dans le business, il y a des moments où je vais me sentir hyper vulnérable. Et en fait, comme la Ophélie débutante est jamais très loin, je sais le gérer. Je suis là, ok, je le gère pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce moment ? Et tu vois, ça me change la vie, en fait, de plus avoir tout le temps cette chape de plomb de l'ambition sur mes épaules. Donc, je pense que ça a vraiment transformé mon rapport à la croissance. Et c'est ce que j'essaye de transmettre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a autant de résultats, en fait, dans les coachings. Parfois, c'est des x2, parfois, c'est des lancements, tu vois, des 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois qui n'avaient jamais été passés avant. Des étapes, le million, le 5 millions, 10 millions. Mais parce qu'en fait, on réapprend à construire de la croissance. Et du coup, quand tu le fais en kiffant, t'as envie d'aller plus loin. On fait comment pour te contacter si jamais on a une conférence à donner ou un coaching? Si on a envie de faire x10, comment on fait? Alors, si tu as envie de faire plus d'argent, d'être plus heureux, d'être plus aligné, que tu veux mieux manager, avoir une meilleure équipe, tu peux me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram. J'ai un petit lien d'appel découverte et
Et du coup, ça me permet d'expliquer mon process et puis de voir si on est compatible. Parce qu'on va se voir 6 mois, donc faut que tu aies envie de te farcir ma tête pendant 6 mois. Et on va peut-être se parler tous les jours, donc il faut aussi que tu aies envie de me parler tous les jours. Mais ouais, non, le but, c'est d'avoir qu'on soit un très bon duo pour que tu puisses atteindre tous tes objectifs. Donc voilà, s'il y a un entrepreneur qui se sent concerné et qui a un business avancé, mais beaucoup de problèmes, et ces problèmes-là, moi, je les adore, donc ils peuvent me contacter. Super. Merci beaucoup, Ophélie. Merci beaucoup, Isabelle. C'était un plaisir.